Cher ami, j'ai appris récemment que tu souffrais de la dystrophie endothéliale de Fuchs. Je souffre également de cette maladie et comme toi, je me suis retrouvé désemparé face à cette maladie que je ne connaissais pas. Je vais essayer de faire de mon mieux pour t'expliquer ce que j'en sais. Je vais également, surtout, partager avec toi mon expérience de vie avec cette maladie. Mais avant toute chose, sois rassuré que cette maladie, quoique incommodante, n'est pas souffrante et peut être contrôlée au point où ta vie n'en sera pas trop affectée. Tout d'abord, d'où vient ce nom, la dystrophie endothéliale de Fuchs? Ernest Fuchs est un ophtalmologiste autrichien qui a d'abord identifié les taches de Fuchs qui causent la dystrophie endothéliale. Il a par la suite écrit plusieurs ouvrages qui ont été considérés comme la Bible de l'ophtalmologie au début du 20e siècle. C'est presque un honneur que notre maladie porte son nom, perpétuant ainsi la mémoire du père de l'ophtalmologie moderne. Maintenant, dystrophie signifie la dégénérescence ou le développement défectueux d'un organe ou d'une partie du corps. Dans notre cas, il s'agit de la cornée et plus particulièrement de la couche endothéliale ou la couche interne de la cornée. La cornée est constituée de 3 couches de cellules et 2 membranes. L'épithélium, la membrane de Bowman, le stroma cornéen, la membrane de Descemet, l'endothélium cornéen. À gauche, on peut voir une représentation graphique et à droite, une coupe réelle. L'endothélium cornéen est une monocouche cellulaire formant une mosaïque hexagonale. Ces cellules ne se régénèrent pas. Ceci est très important puisque chez toi et moi, ces cellules meurent plus rapidement que chez une personne normale. Le rôle principal des cellules endothéliales cornéennes est de pomper l'excès d'eau généré par le stroma vers l'humeur aqueuse afin de maintenir une hydratation constante du stroma, permettant à la cornée de jouer son rôle, transmettre la lumière. En dessous d'une certaine densité, entre 600 et 800 cellules par millimètre carré, il est admis que le nombre de cellules endothéliales est insuffisant pour assurer le transfert d'eau efficace. Ainsi, un œdème stromal, sorte d'ampoule ou bulle, apparaît. Il est là notre problème. L'eau s'accumule dans notre cornée la nuit et met, avec l'évolution de la maladie, de plus en plus de temps à être expulsée vers l'humeur aqueuse. Oui, la maladie affecte nos 2 yeux. Elle progresse à un rythme indépendant d'un œil à l'autre. C'est une maladie dégénérative. Je disais au début de cette présentation que la maladie est surtout incommodante. Dans mon cas, la maladie n'a jamais été douloureuse. J'ai lu que dans certains cas, si l'œdème éclate, il peut y avoir une douleur aiguë, mais je ne suis pas en mesure de confirmer ce symptôme. Tu découvriras au cours de sa progression que ta vision est affectée. Au début, on voit des halos, le soir, autour des lumières de rue. Plus tard, en plus des halos, nous voyons des étoiles, dont les branches sont de longueur et de grosseur différentes. Un peu comme si tu regardais une lumière à travers une goutte d'eau qui coule dans ton pare-brise d'auto un soir de pluie. Tu remarqueras aussi une perte de contraste importante, au point où dans la rue en plein jour, les passants ne seront plus que des silhouettes. Il te sera même certains jours difficile de distinguer le nez et les yeux des passants. Les journées humides d'été et d'automne seront les pires, puisque tes yeux demandent moins de lubrification quand l'air est humide. Par opposition, les journées sèches seront meilleures. La demande pour une plus grande quantité de liquide pour lubrifier tes yeux diminuera l'ampleur de l'œdème et ta vision sera améliorée. Donc, ne t'en fais pas trop, il y aura des bons et des moins bons jours. Le médecin te prescrira aussi des gouttes, des Muro 128 ou l'équivalent. Ces gouttes sont de l'eau salée à 5%. L'objectif de mettre de l'eau salée dans tes yeux est de les faire pleurer et ainsi faciliter l'expulsion du liquide accumulé. Au début, les gouttes peuvent chauffer un peu, mais on s'habitue rapidement.
Tu peux en mettre autant que tu le souhaites. Il existe aussi un onguent pour mettre la nuit. Personnellement, je n'ai pas aimé avoir les yeux collés le matin. Finalement, n'oublie pas, à mesure que ta condition s'aggravera, elles auront moins d'effet. Si tu utilises un ordinateur au travail, tu pourras approcher l'écran de toi le plus possible et utiliser les fonctionnalités des différents logiciels pour grossir les caractères. Choisis le bouton approprié pour voir comment on peut grossir les caractères. Dans Internet Explorer, en bas à droite de l'écran, on aperçoit une loupe et 100%. Pointe la souris sur 100%. En cliquant sur la loupe, tu peux augmenter la grosseur des caractères jusqu'à 150%. En cliquant sur la tête de flèche à droite du signe %, tu pourras augmenter la grosseur des caractères jusqu'à 400% ou même personnaliser la grosseur si tu en sens le besoin. Sélectionne 400% et clique pour voir l'écran plus en détail. En cliquant, appuie sur le bouton « Continuer » quand tu auras terminé ou si tu n'utilises pas d'ordinateur. Pour grossir les caractères dans Microsoft Word, clique sur Zoom avant jusqu'à la grosseur désirée. Pour grossir les caractères dans Microsoft Excel, clique sur Zoom avant jusqu'à la grosseur désirée. Tu devras peut-être remonter la page pour la voir en entier. Dans le panneau de configuration, Options d'ergonomie, améliorer la visibilité de l'ordinateur, tu pourras aussi régler des fonctions telles que contraste élevé qui est défini par défaut, entendre les textes et descriptions lus à haute voix, agrandir les éléments affichés à l'écran et rendre des éléments affichés à l'écran plus faciles à voir. J'ai pu continuer à travailler sans souffrir de la maladie. Je dirais même que c'est là que je me sentais le plus à l'aise. Pour ce qui est de la conduite automobile, ça dépendra des jours. Le matin, pour moi, était la pire période puisque le liquide s'est accumulé toute la nuit dans mes yeux et il faudra un certain temps pour qu'il diminue en quantité par évaporation. Le soir, ce sont les halos et les éblouissements qui t'affecteront. Assure-toi de ne pas mettre ta vie et la vie des autres en danger. Tu as intérêt à avoir un grand écran de télévision. Heureusement, aujourd'hui, on peut s'en procurer un pour une somme relativement modeste. Tu pourras ainsi continuer à suivre tes émissions préférées. Pour ce qui est du cinéma, comme l'éclairage ambiant est sombre, des halos peuvent apparaître autour des personnages dans la pénombre. Cependant, dans les scènes filmées en plein jour, au soleil, tu n'y verras que du feu. Certains utilisent un séchoir à cheveux pour assécher leurs yeux. Moi, ça ne m'a rien donné. D'autres prennent leur douche avec des lunettes de natation afin de ne pas augmenter l'humidité dans les yeux lors de la douche. Pour que ça fonctionne, tu devras mettre les lunettes avant d'ouvrir la douche et enlever les lunettes après que la salle de bain aura été aérée et que l'humidité sera évacuée. Il est plus facile de lire dans les endroits bien éclairés. Là où l'éclairage est faible, les contrastes seront insuffisants. Il te sera plus facile de lire avec une liseuse avec rétroéclairage et le contraste ajustable te facilitera la lecture. Évidemment, le travail avec des objets minuscules deviendra difficile. Une bonne façon de compenser est l'utilisation d'une lampe frontale comme on en utilise pour le plein air. En ajoutant de l'éclairage, les contrastes augmentent et tout devient plus facile. La solution à la maladie est la greffe de cornée. Elle se déroule en 2 temps. L'opération pour la cataracte et la greffe de cornée. Les études démontrent qu'un fort pourcentage des greffés font une cataracte dans les 2 ans suivant la greffe de cornée.
Afin de ne pas devoir opérer pour une cataracte après la greffe de cornée et risquer d'abîmer le greffon, ton ophtalmologiste procédera de façon préventive au remplacement de ton cristallin par une lentille. La beauté de cette opération est que certains des problèmes de vision que tu as seront corrigés, du moins en partie, par cette opération. Au moins 3 mois après cette opération, on pourra te greffer la couche endothéliale d'une cornée. En effet, on ne greffe pas une cornée complète, mais plutôt la couche qui est malade. Si j'ai bien compris, lors de l'opération pour la cataracte, le médecin préparera un petit tunnel en haut de ton œil, juste au-dessus de la partie colorée. Lors de la greffe, il grattera la partie malade et ira insérer le greffon. Tout ça par ce petit tunnel aménagé lors de l'opération précédente. Finalement, il injectera une bulle d'air dans ton œil. Durant les 24 heures qui suivent l'opération, tu devras demeurer sur le dos afin que la bulle d'air appuie sur le greffon et qu'il colle bien après ta cornée actuelle. Ça fait un peu drôle de voir cette bulle d'air dans l'œil. C'est un peu comme si nous avions un niveau dans le haut de l'œil. Je m'attendais à ce que ma vision soit affectée longtemps après l'opération. Mais non, dans la semaine qui suit, on retrouve progressivement la vision. Le seul vrai problème est qu'on ne peut porter ses lunettes actuelles avant 6 mois, afin que la guérison soit complète. Une chose que j'ai faite est de faire remplacer la lentille du côté de l'opération par un verre neutre. C'est peu dispendieux, environ $100. Tu verras, notre cerveau s'adapte très rapidement et compense en utilisant notre bon œil seulement. Il ignore les flous générés par l'œil opéré. Habituellement, on opérera le deuxième œil environ 1 an après la première greffe. Le tout prendra donc au total 2 ans avant que tu puisses être complètement rétabli, incluant la mise à jour de tes lunettes, si tu en as encore de besoin. En terminant, j'aimerais remercier le Dr Michel Mabon, mon ophtalmologiste, qui a su prendre soin de mes yeux et qui continue de s'assurer que mes yeux sont en bonne santé. Elle m'a également fourni ses précieux conseils scientifiques pour la réalisation de ce document. J'aimerais aussi remercier Guylaine Tremblay, directrice adjointe de l'enseignement, et son équipe qui ont permis que ce document soit rendu disponible sur le site Internet de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je remercie finalement les organisations qui ont permis que nous utilisions les images qui ont facilité l'illustration de mes propos. Si tu as des questions, n'hésite pas à communiquer avec moi à l'adresse internet dystrophie.de.fouche@gmail.com et j'essaierai de répondre à tes questions. Tu peux également devenir membre de notre page Facebook en cliquant sur le logo. En attendant, bonne chance.